Donc, l'idée, c'est de partager avec vous pendant quelques minutes les défis de la prévention des cancers HPV induits dans les pays à revenus modérés. Donc, pour ça, je ferai une petite introduction rapide et j'insisterai beaucoup sur la distribution des HPV. Et après, un petit point sur les recommandations de l'OMS, notamment en ce qui concerne le cancer du col. Et après, au troisième point, les défis de la prévention et une petite conclusion. Donc ça, je pense que tout le monde en a parlé, je dirais très vite sur les 200 types d'HPV qui existent, 150 HPV, la transmission par voie sexuelle, non sexuelle de la mère à l'enfant, je pense qu'on en a suffisamment parlé au tout début. Et donc avec les HPV non oncogènes qui sont responsables de verrues et de condylomes accumulés aussi, les HPV à haut risque oncogènes, les 12 types, et essentiellement le 16 et le 18 qui sont responsables des cancers anogénitaux et oropharyngés. Donc, on a la persistance, le VIH et les différents types de cancers que cela peut induire. Donc, en gros, on a 6 types de cancers représentés ici, le cancer de l'anus, le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'oropharynx, le cancer du pénis, le cancer du vagin, le cancer de la vulve. Donc, j'ai repris un peu cette diapositive. Donc, en Afrique, essentiellement, le cancer du col de l'utérus est le deuxième cancer de la femme dans nos pays du Sud. On estime à peu près à 80 000 décès, alors qu'on a à peu près 120 000 cas de cancer du col de l'utérus. Et de façon globale, on a entre 5 à 10% des cancers qui sont dus à HPV. Donc, les facteurs virologiques, il y a un certain nombre de facteurs virologiques qui vont être en lien avec le cancer. C'est d'abord le type d'HPV impliqué. Et d'après les études, 70% des cancers du col sont dus à l'HPV 16. Et sur ce travail que nous avons réalisé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, on retrouve bien que l'HPV 16 et 18 sont responsables de 71% des cas de cancer chez la femme infectée par le VIH, puisqu'on a essayé de faire le diagnostic d'HPV chez les femmes qui avaient un cancer du col de l'utérus et on avait retrouvé 111%. Chez les femmes non infectées, c'est autour de 78%, qui confirme effectivement dans l'utilisation parfois du vaccin bivalent dans certaines situations. Donc, les autres facteurs qui pourraient toujours expliquer ces cancers, c'est la persistance de l'infection HPV, les infections multiples. Vous savez tous la relation qui est entre la co-infection par le VIH et le cancer. Et dans ces sujets, on a une prévalence qui est beaucoup plus élevée d'HPV. On a des HPV multiples qui sont beaucoup plus fréquentes. La persistance de l'infection HPV est beaucoup plus longue. Et ne pas oublier surtout l'immunodépression même qui est liée au VIH. J'aborde maintenant le fond même du travail qui m'a été demandé. Je parlerai d'abord de cette distribution des HPV dans les pays du Sud. Et ça, je vous présente des résultats d'un travail sur lequel nous travaillons actuellement au Togo. C'est une cohorte de 200 hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes qui sont suivis pendant 2 ans. Et on a regroupé au début les différents types d'HPV. Donc, les HPV les plus prédominants chez les HSH au Togo, c'est le 16 et 18, mais qui représentent 23% de l'ensemble des cas d'HPV retrouvés. Et on voit aussi que ces prévalences d'HPV sont de 51%. Globalement, 63% des sujets infectés par le VIH sont porteurs d'un HPV, contre 38% chez les sujets non infectés par le VIH. Mais le message essentiel que je voulais faire passer ici, c'est que ce qui prédomine, c'est l'HPV 52, suivi de l'HPV 58, après l'HPV 35. On voit qu'en 4e position, seulement le HPV 16. Et en 10e position, le HPV 18 dans cette cohorte où nous suivons les sujets pendant 2 ans. Et dans ce même travail que nous avons déjà réalisé en 2017 avec Charlotte Charpentier et Diane Descamps, on avait déjà retrouvé que 53% des sujets ayant des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, 53%,
sont porteurs d'au moins d'un HPV oncogène ou non oncogène. Et lorsqu'on regarde essentiellement, c'est 45% qui sont porteurs d'un HPV oncogène. Et encore sur cette, ici, on voit que l'HPV les plus fréquents, c'est l'HPV 35 et le 31 qui, bien entendu, est dans le protège qu'on peut protéger avec le garde d'asile 9. Et on voit que l'HPV 16 est en troisième, voire en quatrième position avec l'HPV 18. Et cette même distribution est retrouvée un peu dans une population, dans une étude en Côte d'Ivoire, qui est un projet Success qui est financé par Expertise France. Et de façon globale, dans une population de plus de 17 000 femmes, on voit que l'HPV à haut risque est présent dans 33%. Sur la distribution des différents types d'HPV, ce n'est pas forcément l'HPV 18 et 16 qui sont les plus prédominants, mais d'autres types d'HPV. Mais malheureusement, les collègues n'ont pas décrit cela en détail. Mais le message, c'est cette prévalence élevée d'HPV à haut risque retrouvée dans une population générale, incluant aussi bien les femmes infectées par le VIH que les femmes non infectées par le VIH. Ensuite, toujours dans une étude qu'on a menée avec Charlotte Charpentier et Diane Descamps, donc 33% des travailleuses du sexe. En première position, c'est l'HPV 58, suivi de l'HPV 35, 31, et puis le 16, toujours en quatrième position, pour dire que finalement, ce qui prédomine chez nous, ce n'est pas forcément le 16 et le 18, mais d'autres types d'HPV qui peuvent un peu brouiller parfois le message que nous voulons faire passer en termes de vaccination. Je vous montre aussi cette même distribution. Ça, c'était les données de prévalence, alors que lorsqu'on regarde, tout à l'heure, je vous ai parlé de la proportion, et là, c'est lorsqu'on regarde dans ces données de prévalence, on voit aussi que dans cette population de travailleuses du sexe, ce qui prédomine en termes de prévalence, c'est le 58 et le 35. Le 16 vient en troisième, voire en quatrième position, et un peu moins pour l'HPV 18. La deuxième partie, je fais un petit focus sur les recommandations de l'OMS dans le cadre de la prévention du cancer du col de l'utérus, parce que c'est ça qui nous pose essentiellement problème. Comme je l'ai dit, c'est le deuxième cancer le plus fréquent en termes d'incidence et en termes de mortalité, puisque si vous avez 120 000 cas et que vous avez 80 000 décès, donc ça veut dire qu'il faut agir très rapidement, que ça devient alors une priorité de santé publique. Ainsi, en 2020, l'OMS a lancé ce plan d'accélération vers l'élimination du cancer du col de l'utérus. L'idée, c'est d'avoir un monde où le cancer du col de l'utérus est éliminé en tant que problème de santé publique. Et pour ce faire, il faut avoir un seuil de moins, si possible, de 4 cas de cancer du col de l'utérus pour 100 000 femmes années pour l'éliminer en tant que problème de santé publique. Donc, 3 cibles ont été définies comme dans le cadre un peu de l'infection à VIH 90, 70, 90. L'idée, c'est de vacciner 90% des filles qui doivent être entièrement vaccinées contre le HPV avant l'âge de 15 ans, que 70% des femmes puissent bénéficier d'un dépistage de tests de haute performance avant l'âge de 35 ans ou voire l'âge de 45 ans, et que 90% des femmes puissent bénéficier d'un traitement, surtout si elles ont un cancer invasif, qu'elles puissent être prises en charge. Donc, c'est notre 90, 70, 90. Donc, dans cette recommandation, c'est qu'il faut donc vacciner avant l'âge de 15 ans. Ce qui est recommandé aujourd'hui dans la plupart de nos pays, c'est une seule dose vaccinale contre l'HPV et faire 2 ou 3 doses sur les sujets immunodéprimés. Donc, au Togo, le vaccin a été introduit seulement en 2023, en novembre 2023. Donc, ça fait 4 à 5 mois que nous avons accès au vaccin. C'est un vaccin bivalent qui a été recommandé par le groupe technique contre la vaccination, pardon. En Côte d'Ivoire, c'est le vaccin quadrivalent depuis 2019 et au Burkina Faso aussi, c'est le vaccin quadrivalent. Donc, juste pour dire que le vaccin non avalent aujourd'hui est principalement utilisé dans les pays du Nord et que j'ai un peu fouillé,
pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest, je n'avais pas pu trouver d'informations bien d'un pays qui utilise le vaccin non avalent, donc essentiellement bivalent ou quadrivalent avec une seule dose qui est recommandée. Et donc, il y a aujourd'hui beaucoup de papiers qui soutiennent l'utilisation d'une seule dose de vaccin anti-HPV qui pourrait effectivement induire de concentrations d'anticorps aussi élevées protégées contre les HPV 16 et 18. En termes de dépistage, à partir de 30 ans dans la population générale, à partir de 25 ans chez les femmes infectées par le VIH jusqu'à 49 ans, ce qui est proposé par l'OMS, c'est le triage par inspection visuelle. Après, on pourra faire un test HPV ou un frottis et la prise en charge des lésions précancéreuses, soit par thermoablation ou soit par résection à l'ancien thermique selon l'étendue des lésions. La prise en charge doit être précoce et le traitement rapide et de qualité. Et là, je vous montre un peu cet algorithme, c'est l'algorithme de la République démocratique du Congo. Il est un peu compliqué, mais l'idée est de commencer par l'inspection visuelle, donc avec de l'acide acétique ou du Lugol que pourraient faire des sages-femmes ou bien des infirmiers. Si c'est vraiment positif, il faut aller vers un frottis ou bien un test HPV. Et si vraiment c'est anormal ou que le test HPV est positif, il faut aller vers une colposcopie. Et s'il y a une colposcopie, en fonction, on ira vers la biopsie. Donc ça, c'est maintenant l'algorithme qui est proposé un peu, mais je reviendrai un peu dans les défis pour dire ce qui est présenté ici est très beau, et après, on ira voir la réalité tout à l'heure lorsque je vous parlerai des défis. Mais aussi, ça, c'est l'approche la plus simple puisque la stratégie consiste à dépister et traiter. Donc, on va dépister à partir de l'acide acétique. Et une fois qu'on retrouve des lésions précancéreuses, il faut faire un traitement. Si c'est négatif, on va répéter ceci tous les 3 ans. Ou bien, s'il y a une suspicion de cancer, on va aller vers un traitement. La dernière partie qui va porter sur les défis de la prévention des cancers HPV induits. Je commence d'abord par le premier défi, qui est l'insuffisance d'information et de communication. Elle est encore liée à nos croyances qui sont socioculturelles, c'est-à-dire qu'il y a une ignorance sur le cancer du col de l'utérus, avec beaucoup de représentations qui considèrent plutôt que c'est une punition divine, que c'est le résultat des mauvais comportements, tels que l'infidélité, la mauvaise hygiène de vie, le fardeau ancestral. Donc, de manière générale, cet article résume bien qu'il y a un manque de connaissances sur le cancer du col de l'utérus et le dépistage. Donc, on fait réellement très peu de sensibilisation et beaucoup de gens qui pensent que le cancer du col de l'utérus ne viendra que il y a un faible risque de cancer du col de risque et qui ne sont pas à risque de développer un cancer du col de l'utérus que c'est pour les autres. Donc, il y a cette insuffisance d'information et de communication. Le deuxième défi, c'est la faible couverture vaccinale. Donc, sur cette carte, regardez bien l'Afrique. Vous voyez que ce qui est en vert, c'est que le vaccin elle est disponible. Et en jaune, c'est que le vaccin n'est pas disponible, même s'il y a un certain nombre d'évolutions. On note aujourd'hui que, globalement encore, que beaucoup de pays n'ont pas encore adopté ou bien introduit le vaccin. Donc, on a une couverture insuffisante. 33% seulement des filles ont reçu au moins une dose. On a une insuffisance dans la coordination et dans le financement de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. La bonne nouvelle, c'est que depuis peu, le vaccin HPV est introduit maintenant dans le programme élargi de vaccination et sera gratuit à partir de l'âge de 9 ans. Le deuxième problème, c'est plus un problème de communication, c'est-à-dire en termes d'inadéquation du vaccin. J'ai mis un point d'interrogation. Peut-être que vous allez plus m'informer là-dessus. C'est-à-dire qu'au Togo, aujourd'hui, nous, on fait un vaccin bivalent qui protège contre le 16 et le 18. Alors que les principaux phénotypes circulants sont du 56, 58, 56, 51, 31, 32.
Et au Burkina Faso aussi, on voit que, selon les données que j'ai pu tirer, c'est que les phénotypes qui circulent, c'est le 56, le 52, le 66, et que le vaccin, les HPV 16 et 18 représentent seulement 7%. Donc, on a l'impression de ce double standard entre le bon vaccin dans les pays du Nord et un vaccin moins performant, je dirais moins performant, pas un mauvais, mais moins performant dans les pays du Sud, ce qui entraîne souvent des discussions entre collègues en disant pourquoi nous, on n'a pas accès au non-avalent et pourquoi c'est le bivalent seulement que vous avez recommandé. Le troisième, c'est qu'on reste toujours, à partir toujours de ça, dans cet travail qu'on avait réalisé avec Charlotte et puis Diane, on voyait déjà que 29% des professionnels du CES qui étaient porteurs de moins d'HPV à haut risque n'étaient même pas non couverts par le vaccin non-avalent. Donc, même si on avait le vaccin non-avalent, 29% de ces PS ne sont vraiment pas couverts par ce vaccin, sauf si vous me parlez de réaction croisée. Ainsi, on a accès au vaccin maintenant. On a lancé la campagne HPV avec l'idée de vacciner dans les écoles. Et donc, la cible, c'était 654 000 enfants à vacciner. Et comme vous pouvez le voir, la couverture vaccinale est de 56% chez les enfants de 9 ans, de 45% chez les enfants qui ont 10 et 14 ans, et de 47% lorsqu'on considère les 9 à 14 ans. Et pour ceux on voit que le gros problème, c'est dans la capitale du Togo, dans la capitale, parce que c'est là où on a tous les messages de désinformation. On a une faible couverture vaccinale dans la capitale, le Grand Lomé, qui est à 17%, et suivi de la région maritime, qui est la région la plus proche de la capitale, alors que dans le nord du pays, la couverture vaccinale était un peu plus meilleure. Et en Côte d'Ivoire, l'expérience aussi montre qu'on est loin des 90% qu'on souhaiterait atteindre, même si c'est un vaccin qui a été déployé depuis 2019, ciblant les enfants de 9 à 14 ans avec le schéma à dose unique. On est à une couverture de 73%, donc un peu loin des 90%, mais nettement mieux que ce qu'on observe pour le Togo. Donc cette méta-analyse nous montre aussi globalement qu'on est à 28% de couverture vaccinale, ce qui veut dire qu'on a un certain nombre de pays tels que le Kenya qui est à 62%, alors que le Nigeria, qui est l'un des plus grands pays d'Afrique, a une couverture de l'ordre de 4%. Toujours dans le défi à la vaccination, c'est la désinformation avec des messages qui circulent énormément sur les réseaux sociaux, sur la dangerosité supposée du vaccin, sur les effets secondaires, que c'est un vaccin qui est destiné pour stériliser les filles, d'autant plus qu'on n'a pas encore retenu la vaccination chez les garçons et la résistance de certains parents. Sur le dépistage, très vite, ce que nous utilisons, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique au Lugol. Ce qu'il faut retenir, c'est que la couverture, elle est encore faible, moins de 10%, pour voir ces lésions blanchâtres au niveau du col de l'utérus. Ici, nous avons pu faire un dépistage avec de l'acide acétique. Le message, essentiellement, c'est ce surtraitement, parce qu'on a 9% de lésions blanchâtres qui vont nécessiter qu'on traite avec de la cryothérapie, alors que lorsqu'on fait de la confirmation histologique, nous sommes autour de 4%. Donc, ce qui fait qu'on va surtraiter avec l'expression visuelle à l'acide acétique au Lugol. L'acceptabilité, elle est de 82%, mais la performance de ces différents tests montre une sensibilité autour de 72% et une spécificité autour de 95%. Donc, les autres défis, c'est l'absence de colposcope pour pouvoir faire tous ces examens. La cryothérapie, par exemple, immédiate n'est pas disponible, par exemple, au Togo. Je dirais aussi un mot on note globalement que la couverture du dépistage dans tout le pays reste faible, que ce soit en Côte d'Ivoire, où nous tournons autour d'un dépistage de 1,2%, même si on utilise de l'acide acétique ou du Lugol, et que très peu de femmes reviennent pour un suivi un an après. Même si on a étendu ces stratégies dans plusieurs pays, la couverture reste relativement faible,
inférieur à 5% en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le dépistage HPV, on a commencé à le faire dans un certain nombre de pays, mais avec des moyens qui restent encore très limités. Et on a aujourd'hui un problème, c'est le coût, la disponibilité des cartouches HPV, le coût de ces cartouches qui sont autour de 35 €, la cible des HPV qui sont limitées, et donc ça nécessite qu'on puisse réfléchir si on a d'autres moyens en dehors de l'HPV. On a pu aussi, dans le cadre du cancer anal, montrer que l'autoprélèvement était bon, avec une acceptabilité supérieure à 95% et une concordance de 90% avec l'équipe de Diane. Voilà ce qu'on a pu montrer en disant que l'autoprélèvement est faisable et qu'il faudrait encourager pour pouvoir détecter les cancers de l'anus dans les pays du Sud. Le frottis reste difficilement accessible parce qu'on a très peu de pathologistes, donc le coût est à peu près de 15 €. Mais lorsque vous avez dans un pays que 2 laboratoires publics sur le plan anatomopathologique, 3 en Côte d'Ivoire, il est difficile de faire le frottis cervico-vaginal à toutes les femmes. Toujours dans le défi, c'est que nous avons une insuffisance une volonté politique, c'est surtout les ONG qui gèrent cela et ça reste encore difficile en termes de financement. Je terminerai en disant que les femmes arrivent le plus souvent à un stade très avancé. On retrouve la plupart des femmes, soit 15%, au stade FIGO 3 ou 4 et que ceci entraîne une difficulté de la prise en charge de ces cancers du col de l'utérus de façon générale. Enfin, dans la prise en charge, c'est l'accès à la chimiothérapie et à la radiothérapie qui reste limité, à l'insuffisance également de ressources humaines. Pour finir, je vais finir en disant globalement que le financement va rester un problème, que le coût est élevé en termes de traitement et qu'il faut des subventions pour pouvoir traiter cet ensemble de toutes les femmes ou bien aussi bien les hommes qui présentent ces cancers HPV induits. La recherche, c'est qu'il y a très peu de recherche. On a une insuffisance de compétences. Il faut déjà qu'on arrive à travailler en chercheurs du Sud. On n'a pas de registre de cancer, donc sauf dans quelques rares pays, donc ce qui pose aussi l'insuffisance de recherche. Donc, que faire finalement? Moi, j'ai proposé de renforcer le système de santé. Il est important aussi de développer la recherche, de continuer à promouvoir la vaccination, le dépistage et de commencer par la détection précoce de ces cancers HPV induits. Et en conclusion, l'HPV reste donc la première cause infectieuse de cancer dans les pays du Sud. La prévention et la recherche restent limitées. Il est important d'insister sur les politiques de prévention, sur plus d'implication des cliniciens dans la sensibilisation et terminer, bien entendu, par cette collaboration Sud-Sud, Nord-Sud, interdisciplinaire pour pouvoir faire face à ces enjeux de santé publique. Mais je ne saurais terminer sans remercier tous mes collègues. Merci beaucoup.